Donc, merci d'être là ce soir pour cette réunion. Donc, effectivement, je vais vous parler, j'ai fait une conférence appropriée à la demande de Daniel, avec une première partie sur les institutions européennes. C'est les conséquences sur la défense française. En fait, ce n'est pas véritablement les conséquences sur la défense française, mais d'une certaine façon quand même, dans la mesure où les institutions européennes, notre carcan européen, a conduit nos dirigeants à abandonner la France depuis déjà plusieurs années, voire plusieurs décennies, à abandonner la France, à abandonner le peuple français, à le trahir, à se soumettre aux Américains et aux étrangers, aux Allemands en particulier aussi. Donc le plan de ma conférence, de mon exposé sera le suivant. D'abord, je vais vous parler des institutions européennes, ensuite de la défense de la France, donc à travers plusieurs aspects, le livre blanc de la défense et la posture stratégique de la France, les différents livres blancs et la posture stratégique, l'industrie de défense française et la situation de l'armée française aujourd'hui. Les institutions européennes. Quand on analyse un système, la première chose à faire, c'est de regarder les interactions qu'il y a entre les différents éléments du système. Avant toute chose, et avant de se poser la question de qui fait quoi, la première chose à faire, c'est de regarder quels sont les éléments et à qui ils sont reliés. Alors ça s'appelle l'analyse nodale, c'est-à-dire que chaque élément du système est considéré comme un nœud et on regarde les relations qu'il a avec les autres. Plus un élément du système est important, plus il est relié aux autres. En fait, c'est plutôt le contraire quand on analyse. Plus un élément du système est relié à de nombreux autres, plus il est important et lourd dans le système. Moins un élément est relié aux autres, plus il est périphérique. Ça, c'est le schéma que vous trouverez si vous allez sur Wikipédia à la page « Les institutions européennes ». Donc on voit les différents liens entre les différentes institutions et les rapports qu'ils entretiennent. On voit que là, il y a deux éléments qui sont complètement déconnectés du reste, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants dans le système, ça veut dire tout simplement qu'ils sont des systèmes à part entière, qui n'ont de compte à rendre à personne. Alors, j'ai repris ce schéma, mais je l'ai présenté d'une autre façon, sous une autre forme. Hop là, attendez, il y a une merde là. Voilà. C'est exactement la même logique de schéma, mais présentée sous une autre forme, avec les liens entre les éléments du système. Et là, on voit mieux de quoi il s'agit. Au centre, la Commission européenne qui est reliée à tous les autres éléments du système. Dans un premier cercle, vous avez le Conseil de l'Union européenne, le Conseil des représentants permanents et le Conseil européen, qui sont reliés à quelques éléments du système, 3, 4, pas plus, et à la périphérie du système, les éléments faiblement reliés. Donc, le Conseil de l'Union européenne, c'est de niveau ministériel, ce sont des ministres, niveau ministre des États qui travaillent en permanence. Le Conseil européen, c'est le Conseil des chefs d'État, il se réunit 4 fois par an. Vous avez un comité des représentants permanents dont il est fort peu question dans les textes, mais qui en fait est une éminence grise, qui prépare le travail du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne, en liaison avec la Commission. Donc c'est une espèce d'éminence grise. Et puis après, vous avez tous les éléments périphériques, comme le Parlement européen par exemple, qui n'est relié qu'à 2 éléments du système. On pourrait critiquer, vous pourriez me dire, non mais bon, ça ne suffit pas. Effectivement, ça ne suffit pas, il faut aller un peu au-delà et voir qui fait quoi et qui décide. Alors je vais partir d'un exemple. L'exemple du maïs OGM TC 1507 de la société Pioneer. Que s'est-il passé? En plusieurs actes, le premier acte, la Commission européenne demande au Conseil de l'Union européenne d'autoriser la mise en culture de ce maïs OGM au sein de l'Union européenne. Donc c'est la Commission européenne qui est à l'origine du processus. Elle demande au Conseil de l'Union européenne d'autoriser la culture.
le Conseil de l'Union européenne vote, 19 pays contre, 4 pays s'abstiennent, 5 pays pour. Mais ils n'ont pas la majorité qualifiée. Alors à l'époque, chaque pays avait un poids en fonction de sa démographie, hein, des pays qui pèsent 2, des pays qui pèsent 15, et puis donc on fait la somme et on compte. Et ils n'ont pas la majorité qualifiée, donc la décision n'est pas possible. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que la majorité qualifiée. Je peux poser une question? Non, après, s'il vous plaît. C'est possible, pour mieux comprendre, parce qu'après, ça sera trop tard. Vas-y, Eva. Quel est le lien entre Maïs OGM et Commission? Comment la Commission est informée de la demande de la société Pioneer? C'est pas une question. Vous comprendrez après. Donc, premier acte, voilà. Deuxième acte, le Conseil de l'Union européenne vote, il vote contre, mais il n'y a pas la majorité qualifiée, donc il n'y a pas de décision possible. Troisième acte, le Parlement européen s'autosaisit, vote, 385 voix contre, 35 abstentions, 201 voix pour, mais ce vote n'a aucune contrainte, n'a aucune espèce de contrainte à l'égard de la décision à prendre. Donc c'est un vote à blanc. Puisque la décision ne peut pas être prise ni par le Conseil de l'Union européenne, puisqu'il n'a pas atteint la majorité qualifiée, ni par le Parlement européen, la décision finale revient à la Commission qui autorise la mise en culture du maïs OGM TC 1507 de la société Pioneer. Cinquième acte, on n'en parle pas, mais il existe bien, et ça répond, je pense, en partie à ta question. La société Pioneer USA remercie les membres de la Commission européenne et son parrain. Effectivement, à Bruxelles, il y a au bas mot 5000 cabinets de lobbying qui travaillent pour les grandes firmes et qui préparent les décisions de la Commission européenne, du Conseil de l'Union européenne, etc. Certaines directives de l'Union européenne sont écrites dans des cabinets de lobbying et sont quasiment reprises mot pour mot, à la virgule près, par les institutions européennes. Alors il y a quand même un article dans le traité sur l'Union européenne, l'article 13, paragraphe 2, qui dit « Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale ». Ben voilà, ça c'est loyal. Ça c'est la loyauté des institutions vue par la Commission européenne. Je reviens sur la majorité qualifiée. Merci. Je reviens sur la majorité qualifiée. À l'époque, le mode de calcul a changé depuis, mais l'idée reste la même. À l'époque, pour avoir la majorité qualifiée, il fallait avoir au moins 74% des voix pour. Donc, ce qui signifie que pour s'opposer à la Commission européenne, il aurait fallu avoir plus de 74% des voix contre la décision. Pour autoriser le maïs OGM, il aurait fallu avoir 74% des voix pour la décision. Et entre 26% et 74% des voix, il y a un trou noir décisionnel. Il n'y a pas de décision. En fait, la majorité qualifiée, c'est quelque chose qui philosophiquement se comprend quand, par exemple, on veut proposer des réformes lourdes, des réformes qui vont, par exemple, toucher à l'anthropologie d'une société. On se dit, la majorité simple, ça n'est pas suffisant, il faut se border, parce que ce qu'on va proposer va avoir des implications importantes sur la vie de la société, donc il vaut mieux prendre un peu de marge. C'est l'expression d'une certaine sagesse par rapport à des décisions lourdes de conséquences. Mais là, en l'occurrence, dans le cas précis des institutions européennes, cette majorité qualifiée, en fait, c'est l'outil de la non-décision du Conseil de l'Union européenne. C'est l'outil qui crée un trou noir décisionnel dans le fonctionnement de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, les règles ont changé depuis novembre dernier. Ce n'est plus 74%, c'est une certaine proportion des pays et une certaine proportion
des populations. Donc de mémoire, je crois qu'il faut qu'il y ait 65% de la population, que les pays qui votent dépassent 65% de la population et que le nombre de pays dépasse 55%. De mémoire, c'est ça, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, le principe demeure d'un trou noir décisionnel aux alentours de la moyenne, c'est-à-dire dans la grande majorité des cas, ce qui revient à donner le pouvoir complet à la Commission européenne. À quoi sert le Parlement européen? À rien. À rien. Vous allez le voir tout à l'heure, je vais expliciter un peu les responsabilités des uns et des autres. Voilà à quoi va ressembler le Vaucluse dans 15 ans, dans 10 ans. Ça, c'est la culture du gaz de schiste au Canada. C'est beau, hein? Bon, après, on ne vous dit pas ce qui sort par le robinet, mais bon. Ben, ça, c'est le Vaucluse dans 15 ans. Vous voulez de ça, évidemment, tout le monde veut ça. Vous ne la voulez pas? Eh bien, vous l'aurez quand même. Parce que Günther Oettinger, qui était commissaire européen à l'énergie dans la précédente commission, a déclaré qu'il faudra explorer la piste du gaz de schiste en Europe. Et s'il l'a dit, c'est que ça va se faire, parce que vous avez bien compris qui commande. Allez, on va rentrer dans le détail maintenant. Il y a plusieurs articles dans le traité sur l'Union européenne qui définissent les prérogatives et les responsabilités des différentes institutions. J'ai regroupé, au lieu de prendre ces articles les uns après les autres, j'ai regardé dans tous les articles ce qui ressortait des différents pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Qui fait quoi? Le pouvoir législatif. Article 14, le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives et budgétaires. On ne précise pas lesquelles. C'est écrit comme ça. Il exerce les fonctions de contrôle politique et consultative. Article 16, le Conseil exerce conjointement avec le Parlement européen les fonctions législatives et budgétaires. On ne précise pas lesquelles. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, on l'a vu. Un comité des représentants permanents des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil. C'est là, c'est le seul endroit où j'ai vu qu'on parlait, mais bon, je suis peut-être allé un peu rapidement sur la lecture de ce texte. Et sur la fiche Wikipédia, les institutions européennes, qui a été écrite par des européistes, hein, et qui est très bien faite. C'est une excellente synthèse, je vous conseille de la lire. Il est écrit... Le Conseil est un organe détenant les pouvoirs législatifs et exécutifs, constituant le principal organe décisionnel de l'Union. Donc déjà, première remarque, ça ne les dérange pas de dire que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont détenus par la même institution, au mépris du principe de séparation des pouvoirs, cher à Locke, Montesquieu, Condorcet et tant d'autres. Et deuxièmement, ils disent que c'est le principal organe décisionnel de l'Union, et on va voir qu'ils se après. Ça, c'est pour rassurer le bon peuple, pour dire, ben, vous voyez, le Conseil, il est représentatif du peuple, puisque ce sont des ministres. Par parenthèse, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, j'y reviens. Quand on analyse le processus décisionnel qui a conduit à autoriser la culture du maïs OGM, je vais revenir dessus. On peut se poser la question de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est le peuple qui décide pour le peuple, c'est la décision par le peuple pour le peuple. Demos, kratos, le peuple et le pouvoir. Donc la démocratie, c'est le pouvoir exercé par le peuple. Sur cette analyse, sur ce processus, on peut se poser la question, on peut regarder où est le peuple, où est le pouvoir. Au Conseil de l'Union européenne, il y a du peuple, puisque le Conseil de l'Union européenne est constitué de ministres désignés par chaque nation. Donc, il y a un représentant du pouvoir exécutif de chaque État. Donc, d'une certaine façon, du peuple. En France, le président de la République est élu par le peuple, il désigne un ministre, c'est donc une décision du peuple. Il y a du peuple. Au Parlement européen, il y a du peuple, puisque les parlementaires européens sont élus directement par le peuple. Donc là, il y a du peuple, mais il n'y a pas de pouvoir. Il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir. Il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir. À la Commission, il y a du pouvoir, mais il n'y a pas de peuple. Puisque les commissaires sont désignés, ne sont pas élus. Donc on voit sur ce processus décisionnel que là où il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir, et là où il y a du pouvoir, il n'y a pas de peuple. Donc il n'y a pas de démocratie.
je reviens sur l'article sur l'article 16 et ensuite sur l'article 17. La Commission, article 17, la Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Okay. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. C'est clair. Quand on vous dit le Parlement européen exerce les fonctions législatives, le Conseil exerce les fonctions législatives conjointement, machin, là vous avez quelque chose de très clair. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Donc c'est en contradiction avec ce que dit Wikipédia, la fiche. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leurs compétences générales et de leur engagement européen. Parmi les personnalités offrant toute garantie d'indépendance. D'indépendance à l'égard de qui? Des peuples. Pas à l'égard de Monsanto, de Pioneer, de Goldman Sachs et des autres. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance vis-à-vis des peuples, sans préjudice de l'article 18, paragraphe 2, qui concerne la politique extérieure et de sécurité commune. Les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. C'est clair. Ils sont indépendants des peuples et ils ont le monopole de l'initiative législative, puisque un acte législatif ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Le pouvoir exécutif maintenant. L'article 14 dit « Le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives et budgétaires. Budgétaires relèvent de l'exécutif. » Mais on ne précise pas lesquelles. Article 15, le Conseil européen donne à l'Union européenne, donc ça c'est les chefs d'État, les impulsions nécessaires à son développement. On définit les orientations et les priorités de politique budgétaire. Ça se retrouve après dans les grandes orientations de politique économique, les GOPE, qui sont l'objet de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils n'exercent pas de fonction législative, ok. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans le cas où les traités en stipulent autrement. Article 16, le Conseil, donc les ministres, conjointement avec le Parlement européen, exerce les fonctions législatives et budgétaires, donc ça relève de l'exécutif, on ne précise toujours pas lesquelles. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités. Tout cela reste très vague. La Commission. La Commission, elle promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Donc elle prend des initiatives. Elle n'exerce pas des fonctions, elle prend des initiatives. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus opératif. Elle exécute le budget et gère les programmes. Ah ben voilà, ça c'est de l'exécutif. Exécuter le budget, c'est le cœur du travail exécutif. Et gère les programmes. Ça c'est vraiment le travail, c'est l'organe exécutif. Elle exerce les fonctions de coordination, d'exécution et de gestion, conformément aux conditions prévues par les traités. Là, on est dans du concret, on est dans de l'opératif. À l'exception de la politique extérieure de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords institutionnels. Elle gère le calendrier. Elle a la maîtrise du calendrier de l'Union. Dans une entreprise, qui gère le calendrier? L'ouvrier ou le patron? Source Wikipédia, donc dans la même fiche où il vous disait que le Conseil était l'organe exécutif et législatif, ils vous disent la Commission est l'organe exécutif de l'Union. Je reviens à la page d'avant. Là, ils vous disent le Conseil est un organe détenant les pouvoirs législatifs et exécutifs, constituant le principal organe décisionnel de l'Union. Et 4 lignes plus loin, ils vous disent la Commission est l'organe exécutif de l'Union. Et ça, c'est réel. C'est réel. Quand on lit les textes, les articles, ça, c'est bien réel. Le pouvoir judiciaire, maintenant. La Commission surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice européenne. Alors, ce qui lui vaut le surnom de gardienne des traités, ça veut dire qu'elle a un regard sur le judiciaire. Cela dit, la mission de la Cour de justice de l'Union européenne est exclusivement de veiller à l'application des traités. C'est ça.
Elle ne fait pas de justice, de droit, en dehors de ça. La mission de la Cour de justice est de vérifier que les traités sont appliqués, point. La Cour de justice de l'Union européenne les textes ont été écrits par un nazi, camarade de Walter Hallstein, un nazi du nom de Friedrich, je ne sais plus, Ophuls. Friedrich Ophuls, camarade de classe, pas tout à fait, mais de Walter Hallstein, ils ont travaillé ensemble après la guerre. Ce Friedrich Ophuls était un spécialiste des brevets, un juriste spécialiste des brevets. Vous voyez, c'est intéressant. On voit que la Cour de justice européenne, qui n'a que pour mission que de faire appliquer les traités européens, a été construite, c'est structurée par un individu nazi, ex-nazi, spécialiste des brevets. Ça tombe bien, avec l'arrivée du grand marché transatlantique, on est bien préparé. Article 19. La Cour de justice européenne comprend la Cour de justice, le tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et le respect des traités. Alors revenons un peu, si vous le voulez bien, au rôle de la Commission européenne. La Commission est l'organe exécutif de l'Union. Ça, c'est la source Wikipédia. Je vous lis le paragraphe. La Commission est l'organe exécutif de l'Union. C'est un organe composé d'un représentant par État, donc 28 actuellement, mais organisé de façon à être indépendant des intérêts nationaux. Clair ? On ne peut pas être plus clair. L'organe est à l'origine du droit de l'Union européenne et a le monopole de l'initiative législative dans les domaines de l'ex-pilier communautaire, c'est-à-dire qu'il cumule les trois pouvoirs. Il se charge de l'activité quotidienne de l'Union, il a la gestion du calendrier, et a la tâche de surveiller l'application des lois et des traités. Ce rôle lui confère le nom de gardien des traités. Je synthétise, c'est l'organe exécutif de l'Union, il a le monopole de l'initiative législative, il a un regard sur le judiciaire, il a la maîtrise du calendrier, il n'a aucun compte à rendre au peuple. Eh bien ça, en français, ça s'appelle un dictateur. Tout simplement. Alors, j'ai fait un long discours pour vous expliquer ça. J'aurais pu vous épargner toute cette partie. Il suffit de prendre la dernière citation du président actuel de la Commission européenne, Jean-Paul Juncker, qui, après l'élection d'Alexis Tsipras en Grèce, a déclaré « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Ça résume en une phrase simple et courte toute la démonstration que je viens de vous faire. Bienvenue dans l'Union européenne. Je vais parler un peu de l'article 42 du traité sur l'Union européenne qui va faire la transition avec la suite. L'article 42 concerne la défense. Et voici ce qu'on y trouve. Il est très long, je n'ai pas cité entièrement, mais j'en ai pris les passages les plus importants. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans les missions en dehors de l'Union. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire des missions coloniales, néocoloniales, des missions offensives. Afin d'assurer le maintien de la paix, ça c'est la novlangue, la prévention des conflits, le renforcement de la sécurité internationale. Le maintien de la paix, par exemple, c'est l'Irak, c'est l'Afghanistan, c'est la Libye. La prévention des conflits, c'est la Syrie, c'est l'Ukraine. Conformément au principe de la Charte des Nations Unies, l'exécution de ces tâches repose sur des capacités fournies par les membres. Alors, parmi les opérations de maintien de la paix, etc., vous en voyez certaines. Et là, je suis allé sur le site du représentant de la France au sein de l'Union européenne, au sein du commandement militaire de l'Union européenne, qui est en fait complètement intégré à l'OTAN. Et voici ce qu'on y trouve.
le Conseil de l'Union européenne a décidé le 1er avril 2011 une opération de l'Union européenne d'appui à des opérations d'assistance humanitaire en réponse à la situation de crise en Libye. Donc on a appuyé des opérations d'assistance humanitaire. 150 000 morts à peu près, au bas mot, un peu plus. Des quartiers de ville entièrement détruits. Un pays qui était riche, où les gens vivaient bien, qui est tombé dans le chaos, qui est livré aux bandes, livré aux islamistes, aux bandes mafieuses. Ça s'appelle de l'assistance, des opérations d'appui à des opérations d'assistance humanitaire. C'est comme ça que ça s'appelle, dans le jargon de l'Union européenne et de l'OTAN. La décision prévoyait que l'Union européenne, sur demande de l'Office des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, mènerait une opération militaire dans le cadre de la sécurité et de défense commune, la PSDC, afin de soutenir l'aide humanitaire dans la région. Nous sommes en début 2015, vous voyez le résultat. Je continue sur l'article 42. La politique de l'Union, au sens de la présente section, n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN. Et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. Compatible, ça veut dire qu'en gros, on a les mêmes doctrines, on a les mêmes outils de planification opérationnelle. Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'OTAN, qui restent, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fondement de leur défense collective, c'est la doctrine. L'OTAN est dirigée par les États-Unis. Ça veut dire qu'on est tous, on travaille, tous les militaires de l'Union européenne qui sont dans l'OTAN et dans l'Union européenne travaillent sous la doctrine américaine. Qu'est-ce que c'est que la doctrine en matière militaire? La doctrine, c'est la façon dont on combat et dont on meurt, dont on accepte de mourir. C'est ça la doctrine. L'essence de la doctrine. Vous lisez Sun Tzu. L'essence d'une doctrine, c'est la façon dont on accepte de mourir pour sa patrie. Ça veut dire que là, intellectuellement, philosophiquement, on est sous l'emprise d'une façon de voir le combat et la mort qui est américaine. Ben, je suis désolé, les Américains n'ont rien à voir dans ce domaine avec nous. La France a dû défendre son pays, son sol, ce qui a induit une façon de penser, une façon d'instruire les militaires différente des États-Unis qui ne se sont jamais battus sur leur sol, qui n'ont mené que des guerres de conquête. Donc on est sous l'influence doctrinaire des Américains dans ce domaine. L'instance de sa mise en œuvre, ça veut dire les moyens opérationnels et les outils opérationnels pour mener à bien cette doctrine. Donc nous sommes complètement soumis à la politique étrangère des Américains, à la fois dans les buts, dans les fins et dans les moyens. Maintenant, donc, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet s'agissant de la défense de la France. Et je vais commencer par parler de l'industrie de défense française, en me fondant sur un rapport de la Cour des comptes qui date du 9 avril 2013, intitulé « Les faiblesses de l'État actionnaire d'entreprises industrielles de défense ». Ce rapport rappelle les devoirs de l'État en matière d'industrie de défense, et en particulier, en préambule, il écrit « La puissance publique doit concilier 3 préoccupations, assurer l'indépendance de la France en matière d'équipements sensibles, notamment concernant la dissuasion nucléaire, nous verrons ce qu'il en est, gérer au mieux le patrimoine de l'État actionnaire, nous verrons également ce qu'il en est, retenez bien ces 3 aspects, préserver l'activité et l'emploi dans les régions concernées. » Alors, les enjeux en matière, il précise aussi, au début, les enjeux en matière de responsabilité de l'État. Et ainsi, il définit 3 cercles, 3 domaines que l'on pourrait considérer comme des poupées gigognes, avec le domaine le plus sensible, au cœur, des activités relevant d'une souveraineté exclusive. Que trouve-t-on là-dedans? On trouve la dissuasion nucléaire, souveraineté exclusive. La dissuasion nucléaire, la cryptologie gouvernementale et les systèmes informatiques stratégiques liés à la connaissance-anticipation, en somme, le renseignement stratégique. Donc dissuasion nucléaire, cryptologie gouvernementale, renseignement stratégique. Ça relève de la souveraineté exclusive.
En deuxième cercle, on trouve les activités relevant d'une souveraineté partagée. Typiquement, on verra aussi où ça nous mène. Les systèmes d'armes conventionnels évolués, avions, chars, bateaux, canons, systèmes d'armes normaux, enfin je veux dire de guerre conventionnelle dont on peut partager les développements et la construction avec d'autres pays. Et enfin, les activités pouvant faire l'objet d'achats sur étagère, typiquement les activités duales, l'informatique de bureau ou les armements basiques tels que fusils mitrailleurs, pistolets, cartouches, ce genre de choses. Voilà, donc 3 niveaux. Et on observe à travers un exemple que je vais vous montrer, l'exemple de ADS, une dilution de souveraineté en plusieurs étapes. Donc ça, c'est toujours la Cour des comptes qui observe ça. Je prends le cas de ADS. Au début, il y avait une société nationale qui s'appelait l'Aérospatiale. Et puis, il y avait aussi une société privée qui s'appelait Matra, qui avait des activités dans le domaine de la défense. On a fusionné les deux dans un premier temps, le 15 février 1999, pour créer Aérospatiale Matra, une société publique-privée française. Puis, avec l'allemand Daimler Chrysler Aerospace, DASA, et l'espagnol CASA, on a fusionné le 10 juillet 2000, donc un peu moins d'un an et demi plus tard, pour créer EADS, donc une société européenne. Et là, tout le monde ravi. Voilà un géant européen, etc., etc. La Cour des comptes, dans un précédent rapport en 2001, avait souligné que, premièrement, l'État s'était laissé placer en position de faiblesse face à Matra, c'est-à-dire dans la première fusion. L'État s'est placé en position de faiblesse face au privé, dans la première dilution. Et, deuxièmement, les actifs français ont été sous-évalués par rapport à DASA, c'est-à-dire que, en 2 étapes successives, public-privé en franco-français, puis France, Allemagne, Espagne, en 2 étapes successives, l'État français avait abandonné, n'avait pas défendu le bout de gras à la hauteur de ce qu'il aurait dû faire. Donc ça avait été noté dès 2001 dans un rapport de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes avait souligné, attention, il y a un risque de délocalisation d'activités jugées stratégiques. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus un risque, c'est une réalité. Alors ensuite, l'été 2013, on apprend que EADS va changer de nom, va s'appeler Airbus à partir du 1er janvier 2014. Et les médias parlent de changement de nom, c'est mieux parce que Airbus c'est le fleuron de EADS, etc. Mais il y a eu très peu de médias entrent dans le détail pour dire que ce changement de nom est accompagné d'une restructuration. Au départ, vous aviez une tête bicéphale à EADS avec un conseil à Paris, enfin une direction à Paris, une direction à Munich. Airbus, les avions de ligne, les avions Airbus étaient donc le siège social à Blagnac, Eurocopter, siège social à Marignane. Il faut savoir qu'à Eurocopter, qui est la fusion donc, des 3 Eurocopter, c'est une gamme d'appareils français très développés, très performants, et un appareil allemand qui est une daube. Ça forme Eurocopter. Astrium, l'espace, le siège social était à Suresnes, et Cassidian, qui était le pôle militaire, la branche militaire de ADS, le siège était à Elancourt. Après la restructuration, donc Airbus Group, ça s'appelle Airbus Group, maintenant le siège est à Blagnac. Bien. Airbus, les avions de ligne restent à Blagnac, Eurocopter reste à Marignane. Cela dit, j'ai discuté pendant l'université d'automne avec un membre de l'UPR qui est ingénieur à Eurocopter et qui m'a dit qu'il se préparait des grandes délocalisations vers l'Allemagne et vers les États-Unis. Donc en gros, Eurocopter, Marignane le site de Marignane est en train de fondre. Hein. On va créer une coquille vide bientôt. Et on regroupe les activités défense et espace à travers une seule entité, une seule branche qui s'appelle Airbus Defence and Space et dont le siège est à Munich. Ville de la soumission de la France à l'Allemagne, s'il en est. Qui dirige Airbus? Thomas Enders, un Allemand, qui a déclaré il y a quelques mois
que l'Allemagne ne faisait pas un effort suffisant en matière de défense. Il est patron d'une boîte privée, il se targue, il est très content, partout il se répand en disant que c'est très bien que Airbus prenne ses distances vis-à-vis des États et n'ait plus de compte à rendre aux États, mais en même temps il donne des leçons à l'État allemand en disant qu'il ne dépense pas assez d'argent pour sa défense. À la tête de Airbus Defence and Space, un Allemand, Bernard Gerwert. Et que trouve-t-on par exemple dans l'escarcelle de Airbus Defence and Space? On trouve le missile M51, missile stratégique balistique tiré de nos futurs missiles tirés de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dissuasion nucléaire, souveraineté exclusive. On y trouve le satellite MUSIS, satellite d'écoute électromagnétique, franco-français, renseignement stratégique, souveraineté exclusive. Donc, les dépenses, les budgets affectés au développement de ces deux outils qui relèvent de la souveraineté exclusive de la France sont sous une chaîne de commandement allemande. Je continue. Donc, on repart. Quand il fait depuis le 1er janvier 2014? Ah ben, ils ont acheté une banque. La banque Salzburg München Banque AG. Airbus achète une banque allemande à Munich. Une petite banque. Il n'y avait pas beaucoup, 50 personnes, 100, enfin pas énorme. Mais cette banque va leur permettre de traiter directement avec l'Union européenne sans passer par les États. Elle va leur permettre aussi de financer leurs sous-traitants, etc. Donc ils deviennent complètement autonomes. C'est un État dans l'État. Une banque allemande. Chaîne de commandement allemande, banque allemande. Elle s'appelle maintenant Airbus Group Bank. Airbus, alors que pouvait-on lire le 17 septembre 2014? Airbus va se concentrer sur ses points forts, l'aviation militaire, les missiles, les lanceurs spatiaux, ainsi que les satellites. Ça, les points forts d'Airbus, ils sont là. Et c'est annoncé le 17 septembre 2014. C'est marrant parce que quelques mois plus tôt, on avait pu lire dans l'usine Nouvelle, le 28 janvier 2014, les activités spatiales en France paient le prix fort de la restructuration du groupe Airbus. C'est leur point fort, et puis ils licencient en France. 1400 postes supprimés en France sur les 5800 au total, dont les 2/3 dans les activités spatiales. Leur point fort. Ah, ils auraient pu le dire avant, c'était leur point fort. Dans le même article, 213 suppressions d'emplois à Saint-Médard-en-Jalles. L'ensemble des postes de production est concerné, mais les ingénieurs seront les plus touchés. 2 fois plus en proportion que sur les 5800. Et qu'est-ce qu'il y a à Saint-Médard-en-Jalles? C'est là qu'on fabrique le missile M51. Ah, c'est marrant ça. Et c'est seulement après qu'ils nous disent que les lanceurs spatiaux, les missiles, l'aviation militaire, c'est leur point fort, c'est leur cœur stratégique. Mais ils ont viré les Français d'abord. Hein. Ça s'appelle un vol. Le spatial n'était pas français ou Hein? Le spatial n'était pas français ou départ? Quel spatial? L'aérospatial, c'était pas... Si, l'aérospatial. Mais là, après, on parle d'Airbus, là, on ne parle plus d'aérospatial. Mais ce sont les Français qui ont fait les frais dans ce qu'ils annoncent ensuite comme étant leur point fort stratégique. Voilà. Je rappelle les devoirs de l'État. L'État a la charge du maintien sur le sol national des emplois et des compétences nécessaires pour assurer d'une façon générale la pérennité de l'activité industrielle d'armement française. On voit le résultat. Alors on va continuer un peu. Sur le même modèle, on a vu des regroupements, SNECMA, SAGEM, et plusieurs autres petites PME de la défense qui devient Safran. Safran au départ 100% français, voit son capital, la part du capital détenu par l'État baisser. Là, ces chiffres datent un peu déjà, donc je les ai pas remis à jour, mais bon, la tendance est là, c'est ce qui compte. Et la part du capital flottant augmenter. Alors là, j'ai découvert quand j'ai fait l'étude, quand j'ai préparé cette conférence, j'ai découvert ce que c'était que le capital flottant. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie et de la finance, loin de là.
Et donc, j'ai découvert ce que c'était que le capital flottant. En fait, le capital flottant, c'est le capital qui est mis en bourse sur la table du casino. Et tous les journaux ultralibéraux vous disent, c'est bien, plus il y a de capital flottant, plus l'action est stable. Et ils ne vous disent jamais, plus il y a de capital flottant, plus la société est vulnérable au rachat par l'étranger. Voilà. Donc, c'est bien. Les TAS se désengagent. Thomson, Alcatel, Dassault Électronique, ça devient Thales. Pareil, les TAS se désengagent. DCN, ça c'était un truc 100% français. C'est vraiment l'industrie d'État qui fabrique les bateaux. La direction des constructions navales. Avant, le sous-titre, l'expert des systèmes navals. D'accord? Ça change de nom, ça s'appelle DCNS. Et en sous-titre, on lit Strength at Sea. Déjà, on ne parle plus français. C'est français, mais on ne parle plus français. Hop, l'État se désengage. GIAT, le Charles Leclerc, le MX-30, tous les matériels terrestres. Ça, c'est du lourd. C'est français, quoi. Le GIAT, industrie d'État. Ah, il commence par changer de nom. Il s'appelle Nexter. Ça ressemble un peu à une série américaine. Donc Nexter, on ne sait plus ce que c'est. Si vous privatisez GIAT, ça va causer quoi, pour les gens de ma génération. Privatiser Nexter, personne ne sait ce que c'est. Alors eux, ils commencent par racheter la société de la SNPE, donc la Société nationale des poudres explosives, pourquoi pas, ça paraît cohérent. Et puis on annonce qu'il va y avoir une fusion avec KMW, Krauss Maffei Wegmann, l'équivalent allemand de GIAT. Donc pour l'instant ça n'est pas fait, mais on annonce que ça va se faire. Je vous raconte la suite. Ils vont acheter une banque allemande. Leur siège social sera en Allemagne. Alors la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils vont prendre la précaution, comme ils avaient fait pour Airbus, de nommer un PDG français dans un premier temps pour caresser le coq gaulois dans le sens des plumes, et puis ensuite on met un PDG allemand et on achète la banque allemande et on met tout en Allemagne, ou est-ce qu'ils vont se passer de cette première étape? C'est la question que je me pose. À quel niveau de mépris considèrent-ils nos dirigeants? Voilà. Quel est le niveau de mépris des dirigeants, de la classe dirigeante allemande à l'égard de la classe dirigeante française? Vont-ils prendre la précaution de faire une première étape? Ou vont-ils directement mettre tout en Allemagne, le siège social, la banque et tout ça? Sachant que au ministère de la Défense, et en particulier à la direction des affaires stratégiques, l'idée qui court, c'est que dans toutes ces entreprises, l'État ne devrait garder qu'une seule action, le Golden Share, assortie des moyens de veto, etc., etc. Mais là, on verra tout à l'heure les recommandations de la Cour des comptes à ce sujet. En tout état de cause, on assiste là à un processus qui se répète. D'abord, on change de nom, d'abord ou peu de temps après. Changer de nom, on change de nom pour deux raisons en général. Je parle d'une entreprise. La première raison, c'est pour faire oublier les turpitudes passées. Le Crédit Lyonnais, c'est LCL. Général des Eaux, Lyonnaise des Eaux, c'est devenu Vinci, c'est devenu Veolia, parce qu'ils étaient associés à des scandales politico-financiers, à des pratiques mafieuses, donc on change de nom. Ça fait plus propre, c'est plus joli, mais les pratiques demeurent. Ça, c'est la première raison. Pour faire oublier un passé peu glorieux, ou peu moral, plus exactement. La deuxième raison, c'est pour préparer un mauvais coup, voire Nexter. GIAT, on ne privatise pas GIAT, faut pas déconner. Nexter, donc processus qui se répète, changement de nom, privatisation, fusion, baisse de la part actionnariale de l'État français et forte hausse de la part du capital flottant. Abandon, en somme, abandon, trahison, soumission de nos dirigeants. Ça, à une certaine époque, ça se terminait devant le peloton d'exécution.
une trahison de ce niveau-là. Conclusion générale du rapport. Je reviens sur le Golden Share. Le rapport dit effectivement qu'il y a des dispositifs juridiques de contrôle comme l'article L151-3 du Code monétaire et financier, qui n'a rien à voir cependant avec le dispositif américain dit Exxon-Florio, qui lui permet au gouvernement américain de faire à peu près ce qu'il veut. Une société, la Chine voudrait acheter des actions dans telle société, l'État américain dit non. Mais c'est contraire aux lois de l'OMC, non. Airbus remporte un marché avec l'US Air Force sur les ravitailleurs en vol. L'État dit on arrête tout, on relance le marché et c'est Boeing qui gagne. Donc eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent pas les règles de l'OMC qu'ils nous imposent, mais nous, en bon petit toutou, nous nous laissons déposséder de tout. Et face à cette situation, que préconisait la Cour des comptes ? Seul un niveau de participation actionnariale significatif de l'État dans les entreprises ayant une activité de défense permettrait de conserver un niveau adéquat de souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une belle phrase écrite par des gens très intelligents, très cultivés, à des termes choisis. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, vous êtes trop lâches, les gouvernants français, seule la masse peut permettre d'agir, d'avoir un niveau de souveraineté. Il ne faut pas compter sur les dispositifs juridiques parce que vous ne les mettrez jamais en application, parce que vous êtes trop lâches, vous êtes trop mou, vous êtes trop nuls, vous êtes trop soumis. Alors la seule façon de garder un niveau de souveraineté, c'est d'avoir des divisions, c'est-à-dire un bon niveau de participation actionnariale. Combien de divisions? Et là on cause un rapport de force. La Cour des comptes préconisait de garder de quoi avoir un rapport de force concret, réel, pour pallier à la lâcheté et à l'abandon de nos dirigeants. C'est ça qui est écrit dans cette phrase. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, à la direction des affaires stratégiques du ministère de la Défense, l'idée en vogue, c'est le Golden Share, c'est-à-dire l'action unique, c'est-à-dire pas du tout de rapport de force. Voilà où nous en sommes. Il y a de quoi pleurer, hein. Mais bon, ça, la situation reviendra ailleurs. L'histoire est faite de balanciers. Que disait encore la Cour des comptes? L'État s'est mis en risque de perdre le contrôle de certaines activités industrielles d'armement, c'est fait. Il s'est laissé diluer sans toujours obtenir en échange des contreparties équivalentes, c'est fait. Il n'est pas toujours parvenu à arbitrer entre des intérêts parfois contradictoires. Il est parfois incapable de faire appliquer ses décisions par les responsables des entreprises qui contrôlent. J'ajouterais de moins en moins, voire plus du tout. Alors, on va revenir un petit peu, tiens, là, on est dans le domaine de la souveraineté partagée, les armements qu'on peut fabriquer en coopération. Que pouvait-on lire le 30 novembre 2014 dans Le Point? Une crise encore discrète mais très sérieuse a surgi entre la France et l'Allemagne. Cette dernière refuse depuis l'été d'autoriser les exportations d'armes de fabrication française quand elles contiennent des composants allemands. L'union, c'est la force. La France est trop petite toute seule. Vous vous souvenez? À ce stade, 3 contrats seraient concernés, ce que les autorités françaises et industrielles confirment en partie sans entrer dans les détails. Il s'agirait d'un contrat de vente de missiles anti-chars Milan ER, de nouvelle génération, produit par MBDA et acheté par le Qatar, dont la tête militaire est fabriquée en Allemagne. En plus, dans toutes ces coopérations, souvent on laisse faire, pour justement qu'il y ait coopération, à d'autres pays des choses qu'on sait faire nous-mêmes. Deuxième contrat évoqué, celui de véhicules blindés Aravis, produit par la firme Nexter, dont le châssis est de fabrication allemande. Là, en revanche, les châssis allemands, ils savent mieux faire que nous. S'agissant de cette affaire, des rumeurs non vérifiées évoquent une livraison partielle faisant fi de l'opposition allemande. Troisième cas litigieux, la vente d'hélicoptères Cougar d'Airbus Hélicoptères à l'Ouzbékistan. Cette fois, la boule optronique de l'appareil fabriqué en Allemagne serait concernée. Des boules optroniques, on sait les faire en France aussi. Hein. Voilà, elle nous tient et nous nous soumettons. Si on pose la question à Hollande, il va dire « Oh, mais Merkel, elle ne va pas vouloir. » Ne nous battons pas contre les Allemands. Et récemment,
On pouvait lire sur le site Atlantico, la récente vente d'Alstom à General Electric pose un problème fondamental de souveraineté à notre pays, tant en matière énergétique que militaire, deux domaines dans lesquels notre indépendance est désormais, il faut bien le dire, révolue. En matière de turbines pour les bâtiments de surface et les sous-marins de la Marine nationale, donc sous-marins, SNLE, dissuasion nucléaire, souveraineté exclusive, General Electric se trouve désormais être le fournisseur en situation de quasi-monopole, ce qui rendra notre flotte de guerre très largement dépendante de ses livraisons. En matière de surveillance de l'espace, nous cédons également la filiale d'Alstom Satellite Tracking System qui fournit nos armées, en particulier la direction du renseignement militaire, et qui contribue à l'efficacité de notre dissuasion nucléaire par la surveillance constante de l'activité et de la politisation des satellites. C'est une société qui a développé l'algorithmie de calcul qui permet d'avoir une connaissance de tous les satellites qui gravitent autour de la Terre. Donc vous savez que nous avons un centre d'émission près de Dijon, un centre de réception sur le plateau d'Apt, donc c'est un radar bistatique donc qui est localisé, associé à des systèmes optiques qui permettent d'identifier les satellites qui passent, et donc il y a tout un calcul, des algorithmes de calcul qui, à partir d'une trace, permettent d'anticiper et de savoir quand le satellite va repasser, etc. etc. Et c'est remis à jour en permanence. Voilà, donc ça maintenant c'est américain. C'est de la souveraineté exclusive puisqu'il s'agit de renseignements stratégiques. L'armée française. Voici l'évolution des effectifs en gendarmerie. Donc en bleu, les effectifs militaires, en rouge, les effectifs totaux, civils et militaires. Je n'ai pas les chiffres de 2012 à 2014 pour les militaires. Donc on voit que c'est en baisse constante. On assiste à des réformes incessantes. Moi, depuis 1990, c'était le cas. Après la guerre du Golfe, réforme sur réforme, mais à peine une réforme arrivait-elle à conclusion qu'on en lançait une autre. C'était sans arrêt, et ça continue. Depuis, ça continue. Les militaires ne savent plus à quel sein se vouer. Et là, j'ai retrouvé une citation d'un Romain, Petronius Arbiter, qui est peut-être du moins 3e siècle. C'est pas lui qui a écrit le Satyricon, hein. C'est un autre. Voilà ce qu'il écrit. Nous nous étions entraînés avec ardeur, mais il semblait que chaque fois que nous commencions à former une unité cohérente, nous étions réorganisés. Au soir de ma vie, j'ai compris que l'on tente à affronter une situation nouvelle en réorganisant et que cette incroyable méthode crée l'illusion du progrès tout en produisant la confusion, l'inefficacité et la démoralisation. Il n'y a pas une virgule à changer aujourd'hui. Si vous connaissez des militaires, vous pouvez leur poser la question. Je crois que leur état de démoralisation est avancé. Voici l'évolution des budgets en francs constants, donc c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation. On voit que ça baisse, mais finalement pas tant que ça, depuis 1980. On pourrait se dire, bon ça va, l'essentiel est préservé. Mais c'est cette courbe-là qu'il faut regarder en pourcentage du PIB, parce qu'en fait, le prix des matériels militaires croît, ce qui fait qu'avec la même masse en francs constants, on peut acheter beaucoup moins de matériel et donc participer beaucoup moins à notre défense. Il faut bien comprendre que la défense nationale, pour un pays, est l'équivalent des défenses immunitaires pour le corps humain. On ne cherche pas à faire la guerre, la France est dans une posture stratégique défensive, on ne cherche pas à faire la guerre à quiconque, mais il nous faut des défenses. Hein, nous avons des défenses immunitaires, nous ne sommes pas tous les jours malades, mais nous avons tous les jours nos défenses immunitaires. Avec la défense nationale, c'est pareil. Quand on vous dit, mais à quoi ça sert d'avoir une défense nationale, où est l'ennemi? On s'en fout. On ne présuppose pas de l'ennemi. On ne présuppose pas des microbes qui vont nous attaquer. Nos défenses immunitaires fonctionnent en permanence. Dans le corps humain, 6% des cellules sont consacrées à un système de défense immunitaire, qui est un système extrêmement hiérarchisé, avec des unités de première ligne, avec des centres de commandement, avec un système d'analyse des menaces et de mémorisation des menaces, avec des centres de formation de recrutement, comme une industrie de défense. Pareil, le système immunitaire du corps humain est très bien foutu. 6% des cellules. C'est comme si on avait
si l'on ramène ça au niveau de la France, et si on se disait qu'on allait consacrer 6% de nos cellules, c'est-à-dire à la défense, donc des gens en âge de travailler, ça ferait 2 700 000 personnes. Industrie de défense comprise. Bon, on est loin d'être là, on n'en demande pas autant, mais quand même, l'état actuel, la situation actuelle est pour le moins assez catastrophique. Alors pendant le même temps, voilà l'évolution de la dette. Vous avez en rouge l'évolution du PIB. Attention, c'est une échelle logarithmique. Hein. Donc à partir de 1815, là 10, 100, 1000, 10 000, c'est une échelle logarithmique. Et en bleu, vous avez l'évolution de la dette. Ce n'est pas une échelle logarithmique. Et vous voyez que pendant... là, à un moment donné, la dette, elle baisse fortement. De façon... Bon, vous avez les pics liés aux guerres mondiales et aux crises. Et puis là, vous avez une baisse. Ça, c'est les 30 Glorieuses. Ça part d'après la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France était exsangue. Des villes entières avaient été détruites par les bombardements alliés. La capacité de production industrielle était de 30% de ce qu'elle était au cours des années 30. Donc la France était dans un état lamentable. C'est à ce moment-là qu'on a créé les retraites par répartition, qu'on a créé la sécurité sociale, qu'on a créé toutes les grandes avancées sociales. Et on n'avait pas de quoi les payer. Et maintenant, nous sommes riches et... Enfin, je veux dire, on avait de quoi les payer. Et maintenant, nous sommes riches et nous n'avons plus de quoi les payer. C'est marrant, ça. Donc là, vous voyez, la dette baissait. Aujourd'hui, la dette est de un peu plus de 2000 milliards d'euros. Et voici ce qu'écrit, et je reviens, 1973, c'est là que la loi Pompidou-Giscard-Rothschild oblige l'État à emprunter auprès des banques privées à taux d'usure. Voici ce qu'écrivait Maurice Allais, prix Nobel d'économie. Oh, il ne veut plus. Voilà. Toute création monétaire doit relever de l'État et de l'État seul. Toute création monétaire autre que la monnaie de base par la Banque centrale doit être rendue impossible de manière que disparaissent les faux droits résultant actuellement de la création de monnaie bancaire privée. Par essence, la création monétaire ex nihilo que pratiquent les banques est semblable, je n'hésite pas à le dire pour que les gens comprennent bien ce qui est en jeu ici, à la fabrication de monnaie par des faux monnayeurs, si justement réprimée par la loi. Concrètement, elle aboutit au même résultat. La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents. Voilà ce que disait Maurice Allais. Donc aujourd'hui, la monnaie est créée quasiment exclusivement par des faux monnayeurs. Donc je vous disais, la dette française est un peu plus de 2000 milliards d'euros, ce qui génère 52 milliards d'euros d'intérêt de la dette chaque année. Ça équivaut à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que les banques internationales et les grandes institutions internationales lèvent l'impôt sur le peuple français, ainsi que sur les autres peuples. Si on y ajoute la contribution à l'Union européenne qui est de 8 milliards d'euros, enfin 9 milliards d'euros, si on y ajoute l'abondement au mécanisme européen de stabilité qui est de 27 milliards, 28 milliards d'euros pendant 5 ans, à partir de 2012, en 2013, puisque vous savez qu'on doit contribuer à hauteur de 130 milliards d'euros, à peu près 127 exactement, sur les 600 ou sur les 700 du MES, et on a 5 ans pour abonder. Donc voilà, en ce moment, nous payons, et je ne compte pas les calculs qui ont été faits, que François Asselineau a présenté dans sa conférence le jour d'après, les calculs qui ont été faits sur ce que coûte l'Union européenne par le biais des directives qu'elle nous impose et des normes qu'elle nous impose aux PME, aux industries françaises et aux institutions publiques françaises, qu'il a chiffré entre 40... au total, je crois que c'est entre 40 et 60 milliards si on ajoute les 9. Donc, je ne les compte même pas. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on paye presque 90 milliards d'euros d'impôts mafieux par an, et on n'a pas de quoi se payer nos défenses militaires. 31 milliards.
Et cerise sur le gâteau, on apprend qu'on va vendre nos bijoux de famille pour les louer. On sait bien que le leasing coûte plus cher que l'achat, mais nous, on fait le contraire. Donc, les armées françaises vont recourir à la location, c'est-à-dire que le ministre de la Défense travaille actuellement sur la création de sociétés de leasing de matériel militaire, comme l'A400 par exemple, les frégates FREMM. Ce projet ambitieux, on se soumet, c'est ambitieux de se soumettre. Ouais, ce projet ambitieux. La soumission, c'est un acte ambitieux pour la France. A mis le feu à Bercy et contraint l'Élysée à trancher. Voilà, voilà. Ben, on voit bien où tout cela mène. Hein. Les tendances lourdes, pour résumer. Professionnalisation des armées, baisse régulière des budgets de la défense, baisse régulière des effectifs, en particulier militaires, baisse régulière des moyens de combat, démilitarisation du ministère de la Défense par le haut. On remplace par des administrateurs civils des postes qui auparavant étaient tenus par des officiers généraux. Par les côtés, on privatise les services, mais on n'appelle pas ça privatisation, on appelle ça externalisation. Par les moyens, on va vendre nos matériels, ou plutôt les donner à des sociétés qui nous les loueront, et abandon de notre industrie de défense. Voilà les tendances lourdes à l'œuvre aujourd'hui dans notre industrie, pour notre défense nationale, pour notre défense militaire commune. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Il n'y a plus besoin de faire de dessin. Ça, c'était l'idéal de la République. Les filles et les fils de France qui défendent la patrie républicaine. Les soldats de l'an 2. Ça, c'était notre idéal. Moi, quand je me suis engagé dans l'armée, c'est ça que j'avais en tête. En 1977. Et où va-t-on? Des gros cons gorgés de Coca-Cola et du hamburger qui font les kékous avec leur pétoire au volant de leur 4x4. Et ça va défendre la patrie. Ça va défendre nos droits. Ça va défendre la France. On sait bien que tous les pays qui ont eu recours à des mercenaires ont péri. Ce sont les fils et les filles du pays qui doivent défendre leur pays, pas des mercenaires. Les mercenaires sont des prostituées. Ni plus ni moins. Voilà. Donc vous connaissez tous l'UPR, j'imagine. Qui n'est pas membre de l'UPR ici? Donc je ne vous présente pas l'UPR. Juste la fin. Nous proposons d'appliquer le programme du Conseil national de la résistance. Et puisqu'il est question de résistance, je vais vous lire un passage d'un livre qui s'intitule « La nuit finira » d'Henri Freinet. Henri Freinet était Saint-Cyrien en 1940, oui, capitaine. Il combattait dans une unité qui a été la dernière à capituler dans la poche d'Alsace. Et avant que les Allemands n'arrivent, il s'est enfui vers le sud avec un adjudant-chef. Ils ont franchi la ligne de démarcation, puis il est allé se présenter aux autorités militaires de la zone libre à Marseille. Il a commencé à voir, et puis assez rapidement, il s'est aperçu de la façon dont le vent tournait. Et petit à petit, il a créé un mouvement de résistance, le mouvement Combat, qui, au moment de la réunion des mouvements de résistance, les murs, était le mouvement le mieux organisé, le mieux structuré, le plus efficace de tous les mouvements de résistance. Freinet va 2 fois à Londres, la 2e fois on le retient pour l'empêcher de rentrer, et heureusement, car il n'aurait probablement pas survécu à son retour en France. Quand le général de Gaulle crée le gouvernement de la France combattante à Alger, il est nommé ministre pour les prisonniers. Et un jour, et donc il a écrit « La nuit finira », ses mémoires, beaucoup plus tard, après la mort du général de Gaulle. Et voici ce qu'il écrit. « J'étais en fonction depuis quelques jours à peine, donc à Alger, lorsque le général me convoque à son bureau. Freinet, me dit-il, la plus belle unité de la flotte française rallie Alger demain, c'est le Richelieu. Ce navire est resté dans la naphtaline depuis juin 40. Aujourd'hui, il vient à nous. » C'est un cuirassé. Ces marins qui ont attendu pendant 3 ans que la France libre se battait
pendant que la France libre se battait, ne sont probablement pas très fiers, ils doivent encore arborer la francisque. Alors il faut les mettre dans le bain. J'ai pensé à vous pour aller leur parler et leur expliquer ce qui se passe en France. Ils ont besoin de le savoir. Donc Freinet se rend sur le Richelieu. Il est accueilli par le pacha à la passerelle et puis il se rend au carré des officiers. Il a en face de lui donc tous les officiers du Richelieu, une atmosphère plutôt froide, un peu tendue, pas vraiment hostile, mais pas vraiment amicale non plus. Et il leur parle et il leur dit ceci. « Je me garderai, dis-je, de jeter la pierre à ceux qui n'ont pas emprunté la même route que moi. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, deux voies s'offraient à la conscience des officiers, celle de l'obéissance qui est la loi du soldat, celle que l'enjeu de la guerre imposait à la conscience de l'homme libre. Vous avez choisi la première et moi la seconde, etc., etc. » Eh bien, je pense que bientôt, probablement, peut-être un jour, les militaires devront choisir de nouveau entre leur devoir d'obéissance, les militaires et plus généralement les fonctionnaires, en particulier ceux qui portent une arme, c'est-à-dire ceux qui détiennent une part de la violence légitime d'État, devront choisir entre leur devoir d'obéissance et ce que leur dicte leur conscience d'homme libre au service de la patrie et du peuple français. Ceci conclut ma présentation. Je vous remercie. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise à l'île de Sein quand je suis allé faire cette conférence en Bretagne. On a passé une journée avec Jean-François Gouvernec et Florian à l'île de Sein. Il y a cette statue avec un marin pêcheur et devant une croix de Lorraine où il est écrit « Le soldat qui ne se reconnaît pas vaincu a toujours raison ». C'est assez émouvant. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qui s'est passé à l'île de Sein? Alors, l'île de Sein, c'est une île qui est au large de Brest, légèrement au sud. Une île de pêcheurs, de marins-pêcheurs. Vous savez que le 18 juin 1940, quand le général de Gaulle a prononcé son discours, son appel à la BBC, très peu de Français l'ont entendu. Très très peu. Il l'a reprononcé ensuite fin juillet, et là, beaucoup plus de Français l'ont entendu. Mais à l'île de Sein, ils l'ont entendu. Dans un bistrot, d'ailleurs, il y a la plaque commémorative dans le bistrot. Ils ont entendu l'appel du général de Gaulle, et dans les 3 jours qui ont suivi, à partir du 19 jusqu'au 22 de mémoire, ou 23, tous les hommes valides de l'île, depuis le plus jeune qui devait avoir 16 ou 17 ans, jusqu'au plus vieux qui devait avoir 45-50 ans, tous les hommes valides de l'île ont pris leur bateau et ont rejoint Londres, ont rejoint l'Angleterre. Tous. C'est donc un bel emblème. Le dernier de ces marins, de ces survivants, est mort il y a quelques années, 2 ans je crois, 1 an et demi, 2 ans. C'est après l'élection de François Hollande. Il n'y avait aucun représentant de la République à son enterrement. Même pas le ministre de la Défense qui pourtant est breton. Pas plus que pour l'enterrement du général de la Poipe, qui était le dernier du Normandie-Niemen. Voilà. Gouvernement de traîtres.